Bien que la population amérindienne a été décimée entre le XVIe et le XVIIe siècle, que les Africains ont été déplacés et esclavagés pour exploiter les ressources du continent américain, pour que l'Europe s'enrichisse, la colonisation s'amplifia davantage après le XVIIIe siècle, appelé le siècle des Lumières. En parallèle, les Juifs subissaient en Europe l'exil et ses conséquences, comme la persécution permanente et ciblée, l'Inquisition, l'exclusion. La mauvaise conscience était écartée. La culpabilité était inexistante, quand la conquête était le signe de l'agrément de Dieu. Les nombreuses tortures que subirent les peuples opprimés n'affectèrent pas la conscience non plus. Dans le livre Généalogie de la morale, à l'endroit de la dissertation sur la mauvaise conscience, Nietzsche parle de la délectation chez l'homme à faire souffrir en exposant les différents modes de torture. N'oublions pas cependant sa position nihiliste qui l'enjoint à poser cette question. Mais cette question se pose. L'homme a-t-il plaisir à supplicier? Ou sans aller jusque-là, l'homme est-il indifférent à la souffrance d'autrui dès que se présente un intérêt qui, sous couvert de religion, fit passer sous silence l'exploitation d'hommes, de territoires, de ressources, et surtout en imposant sa religion. De plus, seule une réflexion sur la raison, la justice et le détachement, malheureusement de la religion, a permis au XVIIIe siècle en Europe l'espoir d'avancer autrement, sans oublier au passage la question du bonheur. Jouir de la vie, après tous les abus de pouvoir, entre inquisition et colonialisme, n'a pas non plus semblé déplacé avec l'idée de se forger sa conscience humaine. Pour ce qui est d'éprouver un vrai sentiment de culpabilité et plus, de la simple bienveillance à l'égard d'autrui, ou de l'autre homme, la tâche a pris plus de temps que prévu. Cette culpabilité qui a fait défaut dans l'histoire est finalement apparue, déclenchée à un certain moment, qui sera précisée sous une forme particulière. Il n'était pas évident d'arriver à ce raffinement de l'esprit, et il en faudra encore beaucoup pour que cette culpabilité qui porte normalement en elle le sentiment de la justice soit équilibrée. Ce qu'il y a de particulier chez elle est qu'elle est apparue de façon rétrospective et reste surtout dans la majorité des cas inconsciente. C'est dans un premier temps difficile à croire, mais cela voudrait dire qu'il plane dans l'air une culpabilité collective sans même que les individus en soient vraiment conscients. Cela indiquerait aussi que personne aujourd'hui en tant qu'individu ne se sentira coupable consciemment, et chacun dira s'il y réfléchit normalement, n'y être pour rien si l'Europe s'est rendue coupable à de nombreuses reprises, et c'est bien normal. Personne aujourd'hui n'est coupable si ses ancêtres ou ses ascendants, ou même ses proches le sont. Beaucoup savent faire la part des choses, et même s'ils reconnaissent la culpabilité de leurs ascendants, ils savent aussi qu'eux sont innocents, que le temps où il fallait s'insurger est passé, et ne reviendra pas. De même que les descendants des victimes ne sont pas des victimes, tout comme les descendants des coupables ne sont pas des coupables, même si l'histoire a marqué son empreinte, chez tout homme, peuple ou nation qui ont subi des agressions ou qui, au contraire, ont agressé. L'empreinte, la trace restante, par exemple chez celui dont les ascendants sont coupables, est tout d'abord qu'il le sait, qu'il en est conscient. Il éprouvera vis-à-vis d'eux toutes sortes de sentiments, dont les plus prévisibles seront la désapprobation, l'opposition ou le rejet. Conscient de l'histoire, il n'en sera pas indifférent, mais saura normalement établir une limite entre lui et ses ascendants pour à lui-même se situer. Il sera seulement si compliqué de faire la part des choses qu'il subsistera chez certains une minorité issue de l'Europe, et c'est en partie à elle que nous allons nous intéresser, une implication et un engagement fort contre le colonialisme et toutes ses dérives. Cette minorité issue de l'Europe est parfois de tendance anarchiste. Elle semble même en être une réplique, toutefois plus allégée. Elle tire peut-être sa philosophie de quelques sources, plutôt behavioristes, existentialistes ou encore marxistes. Elle repousse l'esprit traditionnel, le met à l'épreuve,
se rebelle. Aujourd'hui, on aurait le réflexe de la définir comme wokiste. Mais comme il reste difficile d'en identifier ses objectifs, et que sa caractéristique peut se retrouver chez d'autres catégories de personnes, nous continuerons donc de l'appeler cette minorité. La fierté qui, en raison du sujet du colonialisme ou du suprémacisme, manque cruellement, pousse parfois à vouloir réparer le mal commis envers les peuples. On ne pourra pas dire en plus que c'était il y a longtemps, que dans le passé l'homme était barbare, et qu'à partir du XVIIIe siècle tout a changé. Loin de là, car comme il a été dit dans l'épisode précédent, la colonisation s'est amplifiée en Afrique et en Océanie. Il faut rappeler aussi le niveau de cruauté jamais atteint, en Europe du XXe siècle, par le pays qui représentait l'emblème de la culture. La culture n'aurait donc pas toujours aidé à polir l'homme, comme elle aurait dû en être capable. Il y aura ainsi deux manières de réagir à cette cruauté dans l'histoire, dont tous sont témoins d'une manière ou d'une autre. Soit de rejeter la responsabilité de la faute sur les ancêtres, en sachant qu'un fils n'est pas son père, que chacun peut agir différemment, et faire juste en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, soit d'éprouver malgré soi une sorte de culpabilité muette et dérangeante, qui mènera à terme à une forme de désespoir, et qui, mal gérée, se répercutera de façon inattendue, voire dangereuse. Or certains groupes politiques actuels, pas qu'en France, sans doute mus par cette minorité, qui existe un peu partout, semblent être poussés dans ce sens. Cette minorité dont il est question les enjoint à aller contre eux-mêmes, contre tout ce qui paraît trop souverainiste, ou pire, trop patriotique par exemple. Elle les pousse à ouvrir les frontières, à les éliminer, mettant en avant son humanité. Elle a l'air de vouloir dire « nous avons eu tort ». D'un point de vue culturel, elle penche vers l'idée de la déconstruction en remettant en question certains acquis sociaux, si ce ne sont pas tous les acquis sociaux. Elle choque intentionnellement pour montrer que la voie traditionnelle, communément admise, n'est pas la bonne. Elle fait beaucoup de bruit, mais elle reste minoritaire et parvient à exister en multipliant les provocations. Le paternalisme ou le patriarcat est un de ses sujets de prédilection pour de nouveau dénoncer l'abus de pouvoir, notamment de l'homme envers la femme. Il est mis systématiquement en parallèle avec le colonialisme ou le suprémacisme. Or, il est vrai que ces deux thèmes ont pour dénominateur commun la domination, de même qu'ils caractérisent pour elle la bourgeoisie. Il y a des raisons de dénoncer certaines dérives, dont celle d'avoir assigné à la femme une place inférieure à celle de l'homme, jusqu'à très tard en Europe, et encore en vigueur ailleurs. Reste que cette nouvelle attitude ne va pas sans quelques interrogations, car il semble que ce patriarcat si décrié ne l'est pas s'il vient d'ailleurs. Cette minorité s'interdit soudainement de le critiquer et trouve à dire qu'il est raciste d'intervenir dans la religion ou dans la culture d'autrui. Ça peut paraître courtois, mais cette raison du racisme qu'elle utilise opportunément semble alors occulter sans remords, cette fois encore, la souffrance féminine. La question du racisme est donc chez elle peut-être plus importante que la lutte pour le féminisme. Ainsi, des femmes vivent sous certains régimes, assujettissant pour elles sont mariées très jeunes, n'ont pas accès à la culture et donc n'ont pas la capacité du choix de vie. Pourtant, aucune réaction de la part des féministes engagées. Il existe à ce sujet un autre exemple, encore plus étonnant, plus récent aussi, qui confirme davantage ce sens des priorités. Celui où il a été question de ne pas défendre la femme en raison de l'ethnie à laquelle elle appartient. Le 7 octobre 2023, des femmes ont été violées, violentées, mutilées, massacrées. Mais cet événement n'a pourtant pas provoqué l'indignation escomptée chez cette minorité, habituellement très militante pour le droit des femmes, à croire qu'une fois de plus dans l'histoire, ces femmes agressées, parce qu'israéliennes, ou du moins parce que l'événement s'est produit en Israël, n'étaient pas les bonnes victimes. Nous avons d'ailleurs eu l'immense joie de voir les otages libérés ces derniers temps. Notons cependant qu'aucune femme n'a survécu, et là encore, aucune réaction. En général, sa promptitude à prendre position, à cette minorité, pour tout,
qui peut révéler un malaise, une intranquillité, n'est en soi pas condamnable. Son intention principale est l'intérêt pour autrui. Elle semble indiquer également un premier signe de culpabilité, celui précisément d'être issu de l'Europe, ou dans ces mots d'être blanc, et nous allons voir pourquoi. Aux allures parfois survoltées, cette minorité accuse et bannit, elle le dit sans détour, le suprémacisme blanc et dominateur, en raison de la longue histoire du colonialisme européen. Elle a pour vœu de décourager définitivement, à quelques exceptions près comme nous l'avons vu, toute situation susceptible de conduire à cet abus de pouvoir qui a tant marqué l'histoire. Précisons encore que le suprémacisme, ou plus précisément le colonialisme, n'est pourtant pas et n'a pas été que blanc, et qu'une partie du récit de l'Europe était aussi de repousser l'Empire ottoman qui menaçait de s'emparer de tous ces territoires via la Hongrie. L'esclavagisme n'a pas été que blanc non plus et continue d'être pratiqué en Libye, à l'heure actuelle par exemple. Ces points semblent encore chez elle totalement inconnus, ou bien les occultent-elles, et si oui, pour quelles raisons? Dans ce même état d'esprit, il existe une volonté de déboulonner des statues en l'honneur de personnages célèbres, dans le but de refonder un nouveau système de valeurs, disons-le, dévirilisé. Les héros en seront volontairement dégradés, bannis, bafoués ou tournés en dérision pour empêcher de leur attribuer la place qu'ils avaient depuis l'Antiquité et jusqu'à très tard, placés au sommet des vertus en raison de leur vaillance et de leur art de guerroyer. Pourquoi cette dévirilisation? Parce que le virilisme, associé à la domination masculine, à la guerre et au colonialisme, est mis en cause. Certains mots seront également abolis dans quelques ouvrages littéraires qui peuvent être offensants, racistes, ce qui est compréhensible. Il s'agit d'une lutte contre la fierté de la force qui a conduit à la cruauté du passé, au rapport du dominé-dominant. Cette lutte se fait par une remise en question personnelle et rétrospective de l'Europe qu'entreprend, souvent sans le savoir, cette minorité, sensibilisée apparemment par son image collective et très sensible, très affectée à l'idée de se sentir coupable, de près ou de loin. Elle en est si affectée qu'elle s'engage à la moindre occasion, alors qu'elle ne prend pas toujours le soin de connaître en profondeur la cause qu'elle défend pour se positionner. Elle n'a pas pris le temps non plus d'observer ce qu'est réellement le colonialisme, dont le but essentiel était, comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents, l'hégémonie religieuse par la conversion forcée. Il s'agissait de conquérir pour diffuser et imposer ses croyances et augmenter son nombre. C'est sur cette base de la religion que le colonialisme a été fondé. Mais étant donné que l'Europe essaya partiellement, à partir du siècle des Lumières, de débarrasser ses citoyens de la contrainte religieuse, on perdit de vue ce sens fondamental et fondateur du colonialisme qui existe encore aujourd'hui en dehors de l'Europe. Soumettre pour gagner du terrain, annexer, dominer, inférioriser, dans le but par-dessus tout d'imposer ses croyances pour assujettir et dans le même ordre d'idées, esclavager. Si l'Europe n'a pas été la seule à pratiquer ces iniquités, ça ne l'excuse en rien. Seulement cette minorité en question, qui dénonce l'abus de pouvoir, ne le fait pas partout et visiblement semble perdre courage à affronter d'autres cultures qui maintiennent ses positions. Elle n'hésitera pas à mettre son attitude partiale sur le compte de son humanisme, qu'elle met toujours en avant, comme pour se prouver sa bonne foi. Elle ne cherche pas non plus à comprendre la raison profonde du colonialisme, qui était, comme il vient d'être dit, de planter l'étendard de sa religion dans tout territoire annexé. Envers les Juifs, la culpabilité inconsciente et refoulée, trop lourde à porter, est sans doute plus complexe. D'abord, la souffrance juive a été permanente, extrême, provoquée suivant des décisions lunatiques, arbitraires. Chaque Juif aujourd'hui porte dans sa conscience qu'il y a encore moins d'un siècle, on a voulu méthodiquement l'exterminer ou l'épurer ethniquement. Les autres populations dominées ont subi elles aussi des situations analogues. Parfois elles se sont même éteintes. Cependant, toute l'attitude européenne envers les Juifs était à la base en raison d'un lien religieux. Le peuple juif n'était pas un peuple à convertir au même titre que les autres, chez qui sa religion n'a rien à voir avec le christianisme. Le judaïsme en est, au contraire, directement lié.
Il en est même à l'origine. Ce lien de parenté indique alors une autre profondeur à la haine du juif dans l'histoire, ou plutôt un sentiment d'intranquillité vis-à-vis de lui. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer, en raison de la révélation chrétienne, sa supériorité raciale et de soumettre par simple abus de pouvoir, mais s'il existe ce lien, cette intimité dans cette histoire commune entre juifs et chrétiens, suivant laquelle est né le christianisme, il s'agit aussi d'une relation passionnelle qui sans doute conduisit à ce harcèlement permanent, ou plus précisément à ce rabaissement permanent. Notons fort heureusement que les rapports entre eux ne sont plus les mêmes aujourd'hui, qu'il existe une certaine amitié, et surtout que là aussi, il faut savoir faire la part des choses. Les chrétiens catholiques d'aujourd'hui, souvent en quête de spiritualité dans une société progressiste et positiviste, ne sont pas les mêmes que ceux du passé, et surtout que ce ne sont pas eux, à l'heure actuelle, qui attisent l'antisémitisme. Ces propos seront davantage explicités à la fin de l'exposé. L'antisémitisme a donc évolué dans un autre sens, et précisons encore que ceux qui, issus de l'Europe, l'attisent, ne le font nullement au nom du christianisme. D'une manière générale, la culpabilité envers les Juifs, frustrante, insoutenable, qui touche à l'image de soi au sein de sa collectivité, surtout en raison de la Shoah et de son raffinement dans l'horreur, dérange et semble conduire à un sans-issue, ou parfois au négationnisme. Le refus de reconnaître en France, par exemple, la collaboration suscita de nombreuses réactions, dont certains films documentaires comme Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls en 1969, donnant la parole surtout à ceux qui s'engagèrent dans la collaboration. Le film a été immédiatement censuré jusqu'en 1981. Plus tard, un autre film a été réalisé par Claude Lanzmann, Shoah, en 1985, également documentaire. Et pourquoi le choix de cette forme documentaire ? Parce que le documentaire constitue une preuve, au même titre qu'une archive, qui ne pourra être combattue que par la censure. Il aura d'ailleurs fallu attendre, en France, la loi Guessot, en 1990, pour interdire le négationnisme, et 1995 pour que la France reconnaisse sa responsabilité dans la Shoah grâce au président Jacques Chirac. Les Juifs deviennent à leur insu un facteur accusant, une charge dans la conscience collective, en raison de l'horreur vécue pendant la Shoah, période durant laquelle il était question de tuer le maximum de personnes en un temps record, avec des méthodes élaborées, techniques, sans oublier de faire travailler les victimes jusqu'à l'épuisement et de récupérer chez les cadavres tout ce qui était récupérable, dents en or, lunettes de vue, cheveux, biens personnels, etc. Comment expliquer les dénonciations spontanées, la collaboration active ou la collaboration tout court ? L'Europe, excepté la résistance qu'il faut rappeler, a cédé au fanatisme malgré sa culture des droits de l'homme. Or, cette minorité dont il est question semble mal supporter cette charge et se trouve souvent embarrassée dès qu'elle est confrontée à la question juive dans ce qu'elle indique à sa conscience collective. Elle-même n'est pas coupable et tente de repousser cette culpabilité invisible que l'histoire lui fait porter. Pour s'en libérer, elle doit se trouver des moyens, parfois des échappatoires. Elle accuse par exemple les Juifs d'être victimaires dès qu'ils rappellent leurs souffrances du passé, alors qu'eux croient pouvoir empêcher une nouvelle vague d'antisémitisme du futur en exposant ses conséquences dans l'histoire. Il y a un véritable malentendu. Exposer la souffrance juive n'est pas dans le but stérile de faire culpabiliser, mais de témoigner, comme les rescapés de la Shoah se sont acharnés à le faire, quand ils croyaient que tout le peuple juif allait mourir, dans le silence et sans témoin. La transmission de la mémoire est aussi dans ce but de mettre au devant de la scène ce que l'on tenta de cacher. À l'heure actuelle, elle a aussi pour vocation de rappeler, pour prévenir, ce à quoi l'antisémitisme a pu et peut encore conduire, mais ça n'est pas efficace. Cette minorité qui ne supporte pas le poids de cette culpabilité
mettra tout en œuvre pour l'atténuer, voire l'éliminer. C'est une réaction. Or, comment va-t-elle s'y prendre ? Non pas en s'excusant ou en démontrant une fraternité rompue à toute épreuve, comme elle le fait avec d'autres peuples qui ont été opprimés, mais paradoxalement, en agressant Israël à coups de propagande, en l'accusant et en l'accablant de tout, quand le mot Israël est employé pour éviter de parler trop directement des Juifs. Pour mener à bien sa propagande, elle emploie des mots qui ne sont pas choisis au hasard, qui ont une résonance toute particulière chez le peuple juif et qui, de fait, trahissent un certain malaise. Ces mots choisis, qui en passant piétinent la mémoire juive, seront passés en revue et observés la fois prochaine. À bientôt.